Le Science Club a pris ses quartiers d'hiver au Musée royal de l'Afrique centrale pour y découvrir un monde étrange, celui des invertébrés non-insectes. C'est son directeur Didier Van den Spiegel qui nous accueille. En outre, il est aussi spécialiste des holothuries, mieux connu sous le nom de concombre de mer. Didier Van den Spiegel, vous êtes le responsable de la section des invertébrés non-insectes ici au Musée royal de l'Afrique centrale, mais vous vous intéressez aussi paradoxalement aux concombres de mer. Oui, en fait, ici, au musée de l'Afrique centrale, il faut savoir qu'on a en collection tous les invertébrés non-insectes, mais on ne peut pas tout étudier. Donc on a une spécificité. Chaque scientifique ici travaille sur un groupe bien déterminé. Et ici, j'ai comme groupe que j'étudie les diplopodes, mais aussi comme passion les holothuries, les concombres de mer. Donc c'est ce que j'étudie principalement ici, tout en conservant en fait tout le reste des invertébrés non-insectes. Alors, dans vos collections, il y a énormément de spécimens. Il y a aussi énormément de spécimens qui ont servi à décrire des espèces, des familles. On parle d'holotypes. Parlez-nous un petit peu de ces holotypes. Oui, en fait, il faut savoir que lorsqu'on décrit une nouvelle espèce, on va décrire un holotype, qui est en fait la référence de l'espèce qu'on décrit. Ce spécimen est unique, il est la base de la description, et il va être déposé après dans les collections, dans un musée. Donc ici, effectivement, tout ce qui est africain, tout ce qui a été décrit par les responsables, donc les scientifiques qui travaillent dans notre section, ont été déposés dans nos collections, ce qui fait un grand nombre de types, mais aussi de paratypes. Parce qu'on décrit un holotype qui est unique et avec lui, on associe des paratypes qui sont d'autres spécimens qui ont été trouvés en même temps que l'holotype. Alors, description d'espèces, holotypes, paratypes, tout ça est regroupé dans une science qui s'appelle la taxonomie. La taxonomie, c'est pas un peu une science du passé? Quel est son intérêt, quel est son attrait pour des scientifiques du XXIe siècle? Il faut d'abord savoir que la taxonomie, c'est une science, c'est la science qui découvre, qui décrit, qui classe et qui nomme les organismes qui constituent la biodiversité. En fait, cette taxonomie permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Évidemment, beaucoup de gens nous disent « mais la taxonomie, c'est un peu dépassé ». Mais non, quand on regarde le nombre d'espèces qui restent encore à découvrir, finalement, on ne connaît qu'une infime partie de la biodiversité. Et c'est aussi quelque chose, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé lorsque l'on va sur le terrain pour essayer de déterminer la biodiversité, la qualité de certaines forêts. Il faut savoir que les grands mammifères ont été éradiqués, souvent par le braconnage. Donc, ce qu'il reste, ce sont les invertébrés. Et donc, une bonne connaissance des invertébrés, la taxonomie des invertébrés, permet finalement de protéger un peu la biodiversité et d'arriver à déterminer la qualité du monde qui nous entoure et des forêts en Afrique, par exemple. Vos collections sont vivantes, vous travaillez dans ces collections, vous les utilisez, mais vous vous employez aussi à les développer. Comment ces collections prennent-elles de l'ampleur et de l'importance au niveau de la communauté scientifique ? Oui, ici, ce que j'essaie toujours de dire, c'est que les collections sont vivantes. C'est-à-dire qu'on gère nos collections en déjà, il faut savoir qu'on fait des missions sur place, ce qui permet de récolter du matériel, donc faire un apport nouveau dans nos collections. Mais toutes nos collections sont à disposition du monde scientifique. Elles sont informatisées et donc on a énormément de gens qui viennent visiter nos collections, qui empruntent du matériel et qui travaillent en fait sur ces collections. Au plus la collection a une renommée internationale, au plus elle va solliciter de l'intérêt chez les scientifiques et c'est ce qu'on essaye de faire, donc essayer de développer, de travailler dans certains domaines de nos collections pour essayer de les rendre les plus vivantes possibles. Vous travaillez sur des collections qui ne cessent de croître. Au Muséum des sciences naturelles, on en fait de même. Alors, vos deux institutions sont-elles complémentaires, concurrentes? Comment cela s'articule-t-il? Qu'en pensez-vous? Je pense que le musée de l'Afrique centrale a une spécificité. C'est justement l'Afrique centrale. Donc toutes les collections qui sont ici sont liées à l'Afrique. À chaque fois qu'on a du matériel qui ne provient pas de l'Afrique, on l'envoie à l'Institut des sciences naturelles. Donc on a vraiment ici deux institutions complémentaires, l'une étant sur le monde hors Afrique et nous vraiment basés sur l'Afrique centrale.
Didier Van den Spiegel, nous posons toujours la même question, une question rituelle à tous nos scientifiques. La dernière question, si vous n'aviez pas été scientifique, qu'auriez-vous aimé devenir? J'ai toujours été fasciné par le monde marin, donc sans doute que j'aurais opté vers quelque chose d'exploration marine, mais je ne me suis jamais posé la question. Non. Merci. Changement de décor qui contraste avec les frimas hivernaux, puisque le club se retrouve au sein du MRAC, autour des terrariums abritant l'exposition vivante des arachnides, où nous avons eu la grande chance de rencontrer Rudy Jocquet, l'un des spécialistes mondiaux de ces animaux. Rudy Jocquet, bonjour. Vous êtes arachnologue ici au Musée royal de l'Afrique centrale, mais vous êtes aussi le commissaire scientifique de cette exposition temporaire sur les araignées et les scorpions. Alors, vous avez toute votre vie étudié les araignées. En quoi est-ce que les araignées sont intéressantes, par exemple, pour appréhender la qualité de la biodiversité d'un milieu? Mais les araignées ont plusieurs caractères qui font qu'elles sont indiquées pour faire ce genre d'évaluation. Et c'est surtout le fait qu'elles sont liées à certaines structures dans la nature. C'est facile à comprendre que dans votre maison, elles font toujours des toiles au même endroit, et c'est un peu pareil dans la nature. Donc certaines structures lient les araignées à certains endroits dans la nature. Et donc quand on change cette structure, le nombre d'araignées qui va vivre dans cette forêt spécifique va changer aussi. Alors pourquoi étudier des araignées et pas des insectes, par exemple? La raison principale, c'est que les populations des araignées fluctuent moins fortes que celles des insectes. Donc chez les insectes, on peut en avoir des dizaines de milliers à un moment, et 3 semaines plus tard, il n'y en a presque plus. C'est parce que les cycles vitaux sont très différents. Chez les araignées, ça fluctue moins. Et on peut aller à n'importe quel moment de l'année à un certain endroit, dans les forêts tropicales évidemment. Alors, vous le dites, hein, dans nos maisons aussi, on a des araignées, elles sont toujours au même endroit. Chez moi, par exemple, c'est toujours dans ma baignoire que je trouve une araignée à certaines périodes de l'année. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire, hein. Il y a 2 types d'araignées. Des araignées à toile et des araignées chasseresses. Et elles ont des pattes très différentes. Celles qui font des toiles ne peuvent pas se promener sur un paroi lisse parce que les pattes ne sont pas faites pour ça. Et donc les mâles d'araignées à toile qui sont à la recherche d'une femelle en automne tombent dans votre bain et ne peuvent plus en sortir. Si ça aurait été une araignée chasseresse, elle aurait pu partir facilement en se promenant sur cette paroi lisse du bain. Revenons-en à l'exposition ici au Musée royal de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que cette exposition a de si intéressant, de si extraordinaire? Mais c'est surtout le fait qu'on a fait de la recherche pendant presque 60 ans dans ce musée sur les araignées. On a voulu tirer l'attention là-dessus en mettant sur place cette exposition d'araignées vivantes qui est très populaire vraisemblablement, mais aussi qui montre presque uniquement des mygales. Et il y a de bonnes raisons pour ça, parce que les mygales deviennent beaucoup plus âgées que les autres araignées. Elles sont plus grandes et on les repère facilement dans les terrariums. Une mygale, ça peut vivre longtemps, dites-vous? Combien de temps? Ça varie entre 5 à 30 ans. Donc on a même une petite mygale en Belgique. Par coïncidence, c'est l'araignée de l'année qui a été choisie par des arachnologues européens. Et cette petite mygale belge peut devenir 10 ans. Peut avoir un âge jusqu'à 10 ans. Les mygales, c'est dangereux. La mygale belge, elle est dangereuse? Pas du tout. Il y a très peu d'araignées dangereuses. Donc, on montre ici la veuve noire, qui est très petite. Le risque d'être mordue par elle est aussi très restreint, mais elle a quand même un venin neurotoxique qui peut être dangereux pour quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Rudy Jocquet, vous êtes arachnologue. On vient de parler des araignées, des mygales, mais cette exposition montre aussi des scorpions. Pourquoi? Oui, dans le monde des arachnides, il y a une dizaine de groupes d'organismes différents. Il y a les scorpions, il y a les araignées, mais il y a encore d'autres, les frines, que très peu de gens connaissent, mais aussi des solifuges, des pseudoscorpions, et encore d'autres groupes, une dizaine comme ça, qui sont toutes des arachnides, mais qui ne sont pas forcément des araignées.
est-ce qu'on peut ajouter que les acariens sont également des arachnides? Certainement, donc c'est probablement le plus grand groupe, mais comme elles sont très petites, elles sont relativement peu étudiées, bien qu'elles aient une importance pour l'agriculture et comme parasites de l'homme et de beaucoup d'autres organismes. Alors les scorpions que l'on présente ici, il y en a des très grands, il y en a qui ont de grandes pinces, d'autres plus petites. Est-ce qu'il y a une règle générale? Peut-on dire, quand on voit un scorpion dans la nature, quel que soit le milieu, que l'on se trouve dans les tropiques ou ailleurs dans le monde, si les pinces sont grandes, s'il est dangereux, si le dard est énorme, bien sans doute que la poche à venin est peut-être... Est-ce qu'il y a des règles générales ou bien pas du tout? Oui, d'abord, les scorpions sont en moyenne beaucoup plus dangereux que les araignées. Il y a beaucoup plus d'accidents avec les scorpions, mais c'est relativement facile, comme vous dites, de reconnaître un scorpion dangereux et de faire la différence avec un inoffensif. Chez les dangereux, la queue est très épaisse et donc le réservoir de venin aussi très grand. Et chez un scorpion inoffensif, les pinces sont grandes, mais le dard, enfin la queue est très mince. Et donc là, la différence est vite faite. Mais c'est surtout la qualité du venin, et ça c'est une coïncidence, que les scorpions à queue épaisse ont un venin dangereux. Ça n'a rien à voir avec la taille de cet organe. Rudy Jocquet, des scorpions, on en rencontre en Belgique à l'état naturel? Non, mais il y a tendance maintenant de certaines espèces de scorpions de monter vers le nord. Et il y en a déjà en Angleterre qui vivent là depuis presque 20 ans, dans le port de Plymouth par exemple, où il y a une population naturelle. Et je pense que dans quelques dizaines d'années, on en aura aussi ici en Belgique. Heureusement, ce n'est pas une espèce dangereuse, c'est donc une espèce à queue mince qu'on s'attend. C'est bon. Rudy Jocquet, la dernière question que l'on pose habituellement à nos invités est la suivante. Si vous n'aviez pas été arachnologue, dans votre cas, si vous n'aviez pas été scientifique, qu'auriez-vous aimé faire de votre vie? J'ai commencé à étudier la biologie pour devenir conservateur dans une réserve naturelle. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ça s'est passé différemment. Mais j'ai été très intéressé par l'étude des araignées quand même. Merci beaucoup. Au plaisir.